Bonjour à tous et bienvenue dans Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et aujourd'hui, on va faire le point sur les ETF, ceux qui ont le vent en poupe, ceux qui ont un petit peu plus de difficultés, avec mon invité Arnaud Gillon, directeur d'iShares chez BlackRock. Bonjour Arnaud. Bonjour Joanna. Alors Arnaud, vous n'êtes pas venu les mains vides puisque vous nous avez apporté le classement des ETF iShares pour le deuxième trimestre de 2023. Classement que vous pouvez retrouver en intégralité sur le site de Boursorama. Le temps de l'afficher et de se rendre compte de deux choses, Arnaud. La première, c'est que le pire du flop et le meilleur du top sont les mêmes que pour le premier trimestre. Et la seconde, c'est que le flop turc était aussi le top de l'année 2022. Un petit retournement, on peut le dire. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? Et est-ce qu'il y a une leçon à retenir de tout ça? Tout à fait. Alors sur la partie du flop sur la Turquie, c'est une très bonne piqûre de rappel sur le fait que les performances passées ne présagent pas des performances futures. On est sur une très belle année, très belle progression en 2022 qui s'est retournée. On est sur des actifs qui sont très volatiles. Donc c'est-à-dire que quand les choses se passent très bien, ça peut monter très haut et très rapidement. Et lorsqu'il y a un retournement, ça peut être assez brutal et c'est ce qu'on voit sur le marché turc aujourd'hui. Ce qu'on va pouvoir privilégier, c'est plutôt des investissements de long terme. Et donc, on va se tourner vers des éléments plus structurants de l'économie, des changements que l'on voit s'opérer. Et c'est exactement ce qui explique la très bonne performance de l'ETF Blockchain Technology. On pense évidemment à l'intelligence artificielle qui vient en fait irriguer ce marché de la technologie et qui lui donne effectivement un nouveau souffle sur cette année et donc qui explique cette très bonne performance. Quand on revient sur la partie flop, il y a aussi un contexte qui explique en partie cette baisse assez marquée. Déjà, le premier, sur les élections turques, on avait certaines attentes sur le résultat. Le statu quo n'aide pas forcément à supporter ce marché-là. Et le deuxième, qui est effectivement la sélectivité dans les pays émergents. Lorsqu'on investit dans ce type de pays, on va plutôt avoir tendance à investir sur un pays plutôt qu'un autre et donc il y a éventuellement d'autres opportunités que l'on va pouvoir aborder au travers de cette entrevue sur d'autres pays et d'autres opportunités dans le monde des émergents. Alors justement, on va rester dans les flops, dans le secteur technologique, mais cette fois restreint à la Chine, avec iShares China Tech UCITS ETF. On avait pourtant vu au premier palmarès que la tech se défendait bien. C'était un des tops de ce premier palmarès. Alors pourquoi est-ce que cette tendance est différente en Chine ? Il y a deux phénomènes qui expliquent un petit peu ces déceptions. Le premier, c'est que les attentes étaient assez fortes. On avait cette réouverture en Chine au début de l'année, donc les investisseurs se sont positionnés pour effectivement un redémarrage comme ce qu'on avait pu connaître en 2021, par exemple, sur le marché américain. Et le deuxième phénomène, c'est effectivement une certaine prudence vis-à-vis du contexte géopolitique et notamment sino-américain autour de la technologie avec une forme de retrait en fait, de capitaux américains de la Chine qui effectivement n'aide pas à supporter ces valeurs-là. Et pour finir dans les flops, on a parlé de la Turquie, on a parlé de la tech en Chine. Dans le bas du classement, on trouve aussi un ETF exposé sur la Chine de manière globale. Alors pourquoi est-ce que la Chine fait flop, Arnaud ? Alors le premier phénomène que j'ai évoqué précédemment l'explique en partie, c'est-à-dire que ce redémarrage a énormément déçu. On n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques que dans ce qu'on avait pu connaître sur les marchés développés dans les années post-Covid. Et le deuxième phénomène, c'est qu'effectivement, les politiques monétaires ont été relativement accommodantes, en déphasage de phase avec ce qu'on a pu connaître dans les marchés développés. Et en fait, on perd de la marge de manœuvre pour restimuler un marché qui, malheureusement, déçoit en termes de croissance. Donc, ces deux phénomènes cumulés apportent pas mal de déceptions aux investisseurs et donc, qui justifient en fait cette baisse de marché. On va oublier les déceptions, finir sur une note positive en jetant un coup d'œil au top. On y trouve le Brésil, on y trouve le Japon. Comment est-ce que vous expliquez cela et est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une tendance sur le long terme ? Alors tout à fait. Le premier, on va commencer par le Brésil. Effectivement, ce n'est pas une nouveauté. On avait de très bonnes performances en 2022. On le rappelle, en fait, le Brésil bénéficie de matières premières et donc est exportateur, beaucoup moins sujet effectivement aux pressions
inflationnistes qu'on a pu connaître, notamment en Europe. Le deuxième phénomène, c'est que les taux directeurs sont beaucoup plus élevés. En fait, ils ont commencé à être beaucoup plus durs, beaucoup plus tôt que nous. Et donc, ils ont ce potentiel en fait, d'assouplir et de redynamiser, dynamiser encore davantage, je dirais, leur marché et leur demande. Donc, ce qui fait qu'il y a un très beau potentiel à l'avenir. Donc, on est vraiment sur une idée de tendance structurelle porteuse sur ce marché du Brésil. Le deuxième, un peu plus nouveau, le Japon, on n'avait pas forcément en tête cette zone au début de l'année. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est effectivement sur une politique monétaire, encore une fois, ça influe énormément sur ces valorisations, en tout cas sur cette année, qui était plus accommodante de manière historique, hein, depuis quasiment une décennie. Et effectivement, on s'attendait à ce que le Japon doive durcir le ton d'un point de vue monétaire, ce qui n'a pas été le cas. En fait, les pressions inflationnistes ont commencé plus ou moins à se résorber sans même l'intervention de la Banque centrale du Japon. Et donc, on est effectivement avec des réformes structurelles supplémentaires qui ont été mises en place pour les entreprises sur un phénomène assez intéressant en termes de résultats d'entreprise qui sont solides et probablement beaucoup moins d'interventions nécessaires pour durcir sur les prochains trimestres et les prochaines années. Et on verra ça évidemment dans les mois à venir. Merci beaucoup Arnaud pour ces explications. Arnaud Gillon, je rappelle que vous êtes directeur iShares chez BlackRock. On va en profiter également pour rappeler, vous l'avez dit, on le redit, que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Actu Bourse, c'est terminé pour aujourd'hui. Le prochain numéro arrive très bientôt.